Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions sur Entracte Science où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Romain David. Romain, bonjour. Bonjour. Donc Romain, tu as fait ta thèse de paléontologie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris et tu es désormais un post-doctorant au Muséum d'Histoire naturelle mais de Londres, c'est ça? Exact. Et tu es un spécialiste de l'oreille interne des mammifères et tu as notamment tout récemment coécrit et publié avec Ricardo Arrojo et toute une équipe dont j'ai eu le plaisir de faire partie, mais c'est surtout toi et Ricardo qui avez publié une grande étude sur l'oreille interne des mammifères et de leurs ancêtres, les thérapsides et les pélycosaures. Et vous avez donc utilisé l'oreille interne pour reconstituer l'évolution de l'endothermie, ce qui est une approche extrêmement originale, je trouve. D'accord. Donc déjà, on peut peut-être faire un point. Alors, j'ai déjà plusieurs vidéos sur la chaîne qui ont fait un point sur ce qu'on sait ou croit savoir de l'évolution de l'endothermie. Donc l'endothermie, pour commencer, c'est le métabolisme à sang chaud, hein. C'est ce qu'on résume généralement comme étant le métabolisme à sang chaud, plus ou moins stable. Et, euh, et donc, avant cet article, on va dire, il y avait déjà beaucoup de recherches qui avaient été faites pour essayer de reconstituer cette évolution de l'endothermie. Mais les résultats sont très divergents, c'est ça? Exactement. Ils sont très divergents à deux niveaux. Ils sont divergents au niveau de l'origine de l'endothermie d'un point de vue phylogénétique, et ils sont divergents au niveau de l'origine d'un point de vue temporel. Et ça, au niveau temporel, il y a des résultats qui vont du Carbonifère au Jurassique, donc c'est un très large intervalle de possibles. Mais disons que les études les plus compréhensives, les plus récentes, le plaçaient jusqu'alors plutôt, l'origine de l'endothermie, plutôt à la limite permo-triassique. Donc au moment du basculement entre le Permien et le Trias. Donc. Ouais, c'est à peu près cette période. Enfin, ça correspond à une extinction de masse, donc en Exactement. gros, on aurait cette espèce d'environnement qui aurait finalement donné un avantage, enfin, c'est cette crise biologique qui aurait donné un avantage sélectif Voilà, aux espèces endothermes, quoi. C'était l'idée. C'est-à-dire que d'après ces interprétations-là, l'endothermie, les premiers endothermes seraient apparus un petit peu avant la crise, et la crise aurait fait un peu le ménage, et ils seraient explosés en diversité après la crise. C'était un peu l'idée qu'il y avait à ce moment. Voilà. Et donc, on était un peu dans une espèce de soupe, on va dire, de publications, y compris jusqu'à cette année où on avait toutes les époques et tous les groupes entre l'origine des amniotes et l'origine des mammifères tout avait été pointé du doigt comme possiblement l'endroit où l'endothermie est arrivée. Exactement. Et ça, c'était dû essentiellement au fait que les gens utilisent alors ce qu'on appelle des proxys, c'est ça? Oui, Ils utilisent exactement différentes méthodes, mais qui sont finalement pas directement reliées à l'endothermie, c'est ça? Alors tout dépend, c'est-à-dire que très généralement, l'endothermie en tant que telle implique des effets physiologiques, et c'est ces effets physiologiques qui vont être utilisés par ces différents proxys pour essayer d'estimer où se trouve la transition. Par exemple, parmi les méthodes qui étaient utilisées précédemment, il y a des méthodes qui vont de méthodes très, très physiques, telles par exemple les méthodes utilisant des isotopes, qui regardaient le ratio de certains isotopes dans les os et les dents pour mettre ça en lien avec la température corporelle de certains organismes, ce qui est très intéressant en soi. Et entre parenthèses, qui donne pas mal de résultats qui sont assez compatibles avec les nôtres, à part quelques-uns, mais dans les largeurs, c'est assez compatible avec ce qu'on a trouvé nous dans notre étude. Donc ça, c'est un côté du spectre. Et ça peut aller jusqu'à des méthodes qui se basent, par exemple, sur la présence d'une posture érigée ou d'une posture plus comme les crocodiles et les lézards, donc plutôt rampante, on va dire. La structure de la dentition, ce genre de choses qui sont... On peut comprendre un peu pourquoi il pourrait y avoir un lien avec l'endothermie, mais c'est un petit peu
être assez éloigné de l'endothermie en tant que telle pour vraiment faire un lien direct et une prédiction directe. On peut très bien imaginer aussi un contexte où des organismes, par exemple, ont des postures érigées et sont plus actives, mais restent tout de même ectothermes dans un contexte, par exemple, où la température est plus élevée et ils n'ont pas forcément besoin de générer leur température corporelle. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de méthodes qui avaient été utilisées avec plein de proxys différents. Et la plupart, il y avait deux problèmes principaux. Un des problèmes principaux était l'échantillonnage. Il y a beaucoup de ces méthodes-là qui échantillonnaient très peu de groupes et très peu de spécimens dans chacun de ces groupes. Et le deuxième problème, c'est effectivement l'interprétation de la corrélation entre ces proxys et l'endothermie en tant que telle. C'est-à-dire que, à ma connaissance, ces méthodes-là, il n'y a aucune étude qui, par exemple, essaye de faire des prédictions chez les organismes actuels en utilisant les mêmes méthodes pour mesurer une sorte de précision de ces méthodologies-là, contrairement à ce qu'on a fait, nous, dans notre papier. Donc, pour résumer, il y avait plein de méthodes différentes utilisées qui donnaient des résultats différents et c'est assez difficile d'estimer la précision de chacune de ces méthodes et de les comparer entre elles à ce niveau-là. Ouais, et puis il faut aussi que ça fossilise parce que, enfin, Ouais. là, on enfonce les portes ouvertes, peut-être pour nous, mais c'est vrai qu'il faut préciser qu'évidemment, il y a plein de choses qui peuvent indiquer si un animal est à sang chaud ou à sang froid aujourd'hui. Exactement. Mais dans le registre fossile, on a cette limite ultime qui est faut que ça fossilise. Donc, faut que ça touche le squelette. Et évidemment, des choses qui sont reliées à l'endothermie et qui vont dans le squelette, bah, comme tu as dit, il y a les isotopes, il y a l'histologie un petit peu, mais le problème de l'histologie, c'est que c'est pas directement relié à l'endothermie, c'est plus la température générale, quoi. Alors, le problème de l'histologie, et ça va m'amener aussi un petit peu sur le concept d'endothermie, parce que un des problèmes de tous ces proxys est aussi le concept même d'endothermie. C'est-à-dire que l'endothermie, tel qu'on le conçoit chez les organismes actuels, c'est un concept qui est multifactoriel. C'est-à-dire que c'est non seulement la production de la chaleur interne, mais c'est aussi la stabilisation de cette chaleur interne à une valeur qui est plus ou moins définie. Et le problème est en particulier quand l'animal est actif, parce qu'il y a des cas, par exemple, prenez un ours brun, il y a une partie de l'année où il va être en hibernation, sa température va redescendre fortement, mais c'est quand même un animal endotherme. C'est juste que dans cette partie-là, il est en pause, on va dire. C'est pas la partie qui nous intéresse, c'est pas la partie où il est vraiment actif. Quand il est actif, l'ours brun, il a la température qui est quasi constante, il produit sa température interne lui-même, et il la conserve grâce à ses poils, il la régule. Le problème, c'est que pour certaines personnes, par exemple, juste le fait de produire une chaleur interne rend l'organisme endotherme. Ce n'est pas le concept qu'on a retenu et ce n'est pas le concept qui est généralement retenu, tout simplement parce que dans la distinction entre endotherme et ectotherme, une des distinctions majeures est la relation entre la température interne de l'organisme et la température externe du milieu. Et les ectothermes classiques sont des animaux qui ont une température interne qui est exactement la même que la température externe, mais il y a des cas d'organismes, en particulier chez certains poissons, où on peut voir une élévation de la température interne par rapport à la température externe, qui génère une chaleur interne, mais ce qu'on remarque, c'est que si on place ce poisson, des thons par exemple, si on place des thons dans différentes eaux à différentes températures, ils vont toujours avoir leur température plus haute que la température de l'eau, mais en général, elle va quand même suivre une loi de relation avec la température externe. Donc pour nous, ces animaux-là ne sont pas endothermes, c'est des ectothermes particuliers, mais ils sont quand même ectothermes parce qu'ils dépendent directement des conditions du milieu externe. Et ça, c'est un des problèmes aussi qu'il y a avec les proxys, c'est-à-dire que par exemple, les mesures histologiques, donc qui étudient la morphologie des os, la morphologie fine des structures osseuses, ont un lien direct avec le métabolisme, mais le métabolisme, comme je viens de l'expliquer, peut être aussi vu dans un contexte qui n'est pas forcément une endothermie, on pourrait dire, complète. D'accord ? Où on peut très bien imaginer une créature qui produit un peu plus d'énergie lui-même, mais qui n'est pas capable de maintenir sa température corporelle à une valeur cible. Pour nous, ce type d'organisme sera plutôt interprété comme un ectotherme qu'un endotherme, tout simplement parce qu'il n'a pas une température corporelle élevé et stable. Il a une température corporelle qui est peut-être un peu plus élevée que le milieu dans lequel il vit, mais pas forcément stable. Et l'autre problème qu'il y a aussi avec ce type d'analyse, c'est que
donc l'histologie. Ce qu'ils regardent en fait avec les os, ils regardent la présence d'un type d'os qu'on appelle l'os fibrolamellaire, qui est un type d'os qui se dépose très vite en fait et qui indique un métabolisme important, une croissance rapide. C'est typiquement le genre d'os qu'on trouve par exemple chez les mammifères. Mais il se trouve qu'on en trouve aussi, si on cherche bien, chez certains reptiles qui sont mis dans des conditions favorables. Et il ne faut pas oublier que les conditions paléoclimatiques du début du Trias, en particulier, qui est la période qui nous intéresse, étaient extrêmement différentes des conditions climatiques actuelles. Le climat était beaucoup plus important et tout. Donc, certes, il y a des variations entre les synapsides et les diapsides, par exemple, mais il n'est pas impossible qu'une partie des structures fibrolamellaires qu'on trouve chez certains fossiles proviennent soit d'un début de génération de chaleur interne, mais qui n'est pas entièrement régulé, soit de conditions climatiques très favorables, externes, qui leur permettent de produire plus rapidement de l'os. Donc ce type de proxy, c'est un proxy qui n'est pas extrêmement clair sur le signal qu'il apporte quant à la qualification d'endotherme ou d'ectotherme. En tout cas, ça n'a jamais été vraiment testé de manière à large échelle, on va dire, chez des organismes actuels, en prenant vraiment un échantillon le plus large possible, avec des conditions les plus larges possibles. Donc ça donne une idée un petit peu du type de problème et pourquoi on trouve des réponses un peu différentes. C'est non seulement parce que les proxys utilisés sont différents, mais il y a aussi une façon d'interpréter les concepts. Et ça, je pense que c'est assez important à comprendre. D'accord. Donc, il faut un truc, il faut un proxy qui fossilise déjà, donc qui laisse son empreinte durable sur de l'os, et il faut que ce soit assez directement relié à l'endothermie pour qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté sur l'interprétation du signal. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est là que toi et Ricardo, mais Ricardo m'a dit que c'était surtout ton idée, tu as eu cette intuition géniale de regarder l'oreille interne. Parce que dans l'oreille interne, donc l'oreille interne qui contient l'organe de l'audition, mais aussi et surtout l'organe de l'équilibre. Et cet organe de l'équilibre, il est rempli d'un fluide et la viscosité de ce fluide est d'une part absolument capitale pour le fonctionnement de l'organe de l'équilibre, mais est aussi du coup dépendant de la température du corps, donc de l'endothermie directement. Exactement. C'est-à-dire que ce fluide, c'est ce qu'on appelle un fluide newtonien, c'est un fluide classique comme de l'eau ou n'importe quel fluide classique. Et comme tous les fluides newtoniens, c'est un fluide qui est affecté par la température. En particulier, plus la température va être élevée, moins sa viscosité va être importante. Et il faut comprendre que la façon dont la viscosité affecte le fonctionnement de ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires, ce qui est la partie liée à l'équilibre de l'oreille interne, est telle que quand la viscosité diminue, la zone de fréquence sur laquelle les canaux sont fonctionnels se rétracte et la plage de détection des vitesses angulaires des mouvements de la tête se rétracte aussi. C'est-à-dire que, pour faire simple, quand la température augmente, la viscosité de ce fluide diminue et l'organe devient moins efficace, moins performant. En général. Après, il y a des animaux chez qui ça va, il n'y a pas de problème parce qu'ils n'ont pas des mouvements particulièrement rapides de leur tête. Mais le cas général. Quand tu dis la viscosité diminue, ça veut dire que ça devient plus fluide. Du coup, ça devient plus liquide. Exactement, ça devient beaucoup plus liquide, ça coule beaucoup plus vite. Et ça a un impact direct, par exemple, sur ce qu'on appelle le temps de réponse du système. Le temps de réponse du système est dégradé. C'est-à-dire que le système met plus de temps à répondre quand le liquide est plus fluide. Quand il est très visqueux, il met beaucoup moins de temps à répondre, en fait. Donc, c'est très avantageux. Par exemple, je donnais souvent cet exemple quand je parlais à des journalistes quand le papier est sorti. Imagine, tu es un gibbon, d'accord? Tu es un gibbon, tu te balances de branche en branche très vite, à une hauteur très importante. Tu as des mouvements très rapides, tu as une fréquence de mouvement qui est très élevée. Bon, ta température corporelle augmente beaucoup, augmente de 10 degrés. Ton fluide va être affecté par ça. Ce qui va faire que ton temps de réponse va devenir plus long. Et la plage de mouvements angulaires que tu vas pouvoir détecter va se rétrécir. Ce qui veut dire que de temps en temps, tu vas avoir des mouvements de ta tête
en particulier, parce que c'est ça qui est détecté à la base, tu vas avoir des mouvements de ta tête qui vont ne pas être discriminés par rapport à d'autres mouvements de ta tête. On va dire que les canaux vont être saturés. Ils ne vont pas faire la différence entre deux types de vitesse ou deux types de fréquences. Et le problème, c'est que les informations qui sont enregistrées par les canaux semi-circulaires et donc transmises au système nerveux central, c'est des informations qui sont utilisées pour un tas de fonctions corporelles, en particulier évidemment l'équilibre, mais aussi la stabilisation visuelle, la navigation et la coordination motrice par exemple. Et donc si tu as un gibbon qui a un système qui ne fonctionne pas, tu peux très bien rater la prochaine branche, tomber de 20 mètres de haut, t'éclater au sol et mourir. Donc dans un contexte comme ça, on comprend bien pourquoi c'est important que ce système-là, en particulier, plus les organismes ont des comportements intensifs, potentiellement dangereux si jamais ils n'arrivent pas à les contrôler, plus ce système va avoir des contraintes fonctionnelles qui vont forcer sa morphologie à se conformer à une fonction précise. Et donc l'idée c'était ça. L'idée c'était que, étant donné qu'on voit que la viscosité de ce fluide affecte les deux paramètres fonctionnels principaux des canaux semi-circulaires, si on change la température, forcément, le fonctionnement de ces canaux va changer. Et donc, pour ne pas qu'ils changent, pour conserver une fonctionnalité optimale, il faut que la morphologie... Enfin, c'est pas forcément que la morphologie, parce qu'il y a deux façons de faire, et je vais expliciter un peu plus, parce qu'on voit qu'il y a ces deux façons qui existent dans la nature. Mais il faut soit que la morphologie des canaux semi-circulaires se transforme de façon à compenser les changements de la viscosité du fluide qui sont liés à la température, soit que le fluide lui-même se transforme, c'est-à-dire que la composition chimique du fluide change pour que, à la même température, il devienne plus visqueux. Et alors, quand on regarde ce qui se passe dans la nature actuellement, on voit qu'en fait, c'est ce qu'ont fait les oiseaux, par exemple. Les oiseaux, la viscosité de l'endolymphe, donc le fluide qu'il y a dans les canaux semi-circulaires des oiseaux, est beaucoup plus importante à la même température que celle des mammifères ou des poissons, par exemple. Chez les mammifères, c'est très différent. Chez les mammifères... Donc les oiseaux, en devenant endothermes, les oiseaux ou leurs ancêtres dinosauriens ont acquis une endolymphe qui a une chimie différente. Et c'est comme ça qu'ils se sont adaptés, en fait. Exactement. Alors, pas forcément la chimie en tant que telle, mais en tout cas la composition, c'est-à-dire tu peux avoir par exemple une concentration plus importante en certains types de protéines qui augmentent la viscosité, sans que les protéines elles-mêmes soient différentes, mais un peu plus. Donc la viscosité elle-même a augmenté pour la même température. Ce qui a permis aux oiseaux de ne pas changer... Enfin, ils ont changé un petit peu en morphologie, forcément, mais il y a beaucoup de paramètres morphologiques des oiseaux qui ne sont pas du tout ce qu'on attendrait chez un endotherme en prenant l'hypothèse que leur endolymphe est le même que celui des mammifères ou que celui de la plupart des poissons. Donc eux, ils ont vraiment changé la viscosité elle-même, la composition elle-même de l'endolymphe, de façon à conserver une viscosité, on va dire ancestrale en fait, une viscosité de type animal à sang froid alors qu'ils sont à sang chaud. Ça, c'est ce qu'ont fait les poissons, les oiseaux, pardon. D'accord. Donc les oiseaux, ils sont allés... Eux, en fait, on ne peut pas voir ce qui s'est produit à cause de ça, parce que c'est dans la chimie, et la chimie ne se préserve pas. Alors, mais par contre, du coup... On pourra en parler un peu, si tu veux, à la fin, justement, dans les futurs projets. C'est un peu plus compliqué que ça. On peut quand même sortir des informations de l'étude des canaux semi-circulaires on va dire des archosaures non aviens, on va dire ça comme ça. Mais il faut poser des hypothèses et on peut juste avoir des informations sur des intervalles de probabilité. On ne pourra pas avoir des informations aussi précises que ce qu'on a fait dans cette étude-là. Mais je pense qu'on peut, en posant certaines hypothèses, quand même dire à quel moment c'est impossible qu'il y ait eu une endothermie dans cette branche. On ne pourra pas dire avec certitude quand c'est apparu. Par contre, ce qu'on pourra dire avec certitude, c'est quand ça n'y était pas. Ça, c'est à peu près... mais on pourra en parler à la fin de l'échange. Donc les mammifères, eux, au lieu de changer la composition chimique, eux, par contre, ils ont changé les tuyaux. Exactement, ils ont changé les tuyaux. Et en fait, cette idée, elle est venue tout simplement parce que... donc non seulement... Voilà,
depuis ma thèse au muséum, j'ai beaucoup travaillé sur le fonctionnement des canaux semi-circulaires et leur biomécanique. Et donc j'étais assez familiarisé avec le fait qu'il y avait plein de paramètres qui entraient en compte, beaucoup qui n'étaient pas étudiés auparavant en général parce qu'ils faisaient partie de paramètres des canaux semi-circulaires membraneux, donc qui sont la partie actuelle, qui est vraiment fonctionnelle au sein des canaux semi-circulaires qu'on trouve sur les fossiles. Et parmi ces paramètres, il y avait aussi les paramètres typiquement liés à l'endolymphe, dont la viscosité. Donc, en étudiant la biomécanique, je me suis bien rendu compte que la viscosité, qui elle-même était liée à la température, affectait absolument toutes les caractéristiques fondamentales du fonctionnement des canaux semi-circulaires. Et il y avait d'autres choses qui m'avaient un peu mis la puce à l'oreille à ce niveau-là. Et c'était pas un paradoxe, mais quelque chose qui avait été remarqué par le passé, mais qui n'avait pas eu d'explication, en particulier depuis qu'on connaît les canaux semi-circulaires, en fait, qui est que les canaux semi-circulaires des mammifères, déjà, on appelle ça canaux semi-circulaires, et il y a une raison. C'est parce qu'ils ont été décrits au début chez des mammifères, vraiment bien décrits, leur nom est apparu, a été donné dans le contexte mammalien. Et chez les mammifères, effectivement, quand on regarde les canaux semi-circulaires, ça ressemble vraiment à des tubes qui forment des demi-cercles. Et le trajet complet est très proche d'un cercle. Par contre, quand on commence à regarder ce qui se passe ailleurs, c'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup d'organismes chez qui les canaux semi-circulaires ont des formes ovoïdes, ellipsoïdes, même quasi triangulaires des fois, donc très très éloignées de cercles. Et non seulement ça, mais chez la quasi-totalité des organismes, les canaux semi-circulaires sont plus grands que chez les mammifères. Et en particulier, il y a une sorte de gradient. Et ça, c'était aussi connu auparavant, mais sans explication claire. On savait par exemple que les mammifères donc, avaient les canaux semi-circulaires les plus petits pour leur masse corporelle, que par exemple les tortues, les lézards, les oiseaux avaient des canaux plus gros, et que les poissons, et en particulier les chondrichthyens, avaient des canaux gigantesques pour leur taille, pour leur masse corporelle. Mais sans forcément d'explication claire et nette à pourquoi c'était comme ça. Et du coup, sachant qu'il y a une sorte de maintien d'une fonction optimale des canaux semi-circulaires par rapport au comportement des organismes, que la locomotion des organismes est très liée à leur masse corporelle, et que la viscosité et donc la température agissent à tous les niveaux du fonctionnement des canaux, j'avais commencé à émettre l'hypothèse que peut-être que cette variation qu'on voit entre les poissons qui ont des canaux extrêmement grands et les mammifères qui ont des canaux extrêmement petits avec une gradation avec les reptiles au milieu, peut-être que c'était juste lié à la température en fait. Parce que les poissons, la plupart, vivent en eau qui a une température moyenne aux alentours entre 10 et 20 degrés. Les reptiles vont avoir des températures corporelles moyennes qui vont aller de 15 à 40 degrés, tout dépend des reptiles qu'on étudie. Et les mammifères, par contre, vont vraiment être plutôt dans les valeurs hautes, entre 38 degrés, dans ces eaux-là. Et donc c'est venu de ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment on s'est retrouvé avec Ricardo avec les restes d'un projet précédent où en gros on avait commencé à amasser un gros jeu de données et on s'était demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé cette idée qui est que peut-être qu'on peut utiliser l'oreille interne pour répondre à une question qui est quand est-ce qu'il y a une transition d'augmentation de température dans la lignée synapside. Parce que si la théorie est juste, c'est-à-dire que si effectivement le fonctionnement des canaux semi-circulaires doit être adapté au comportement et à la locomotion des organismes, une augmentation de température doit nécessairement affecter leur morphologie, étant donné que la composition de l'endolymphe, et c'est ça qui est important à comprendre, la composition de l'endolymphe chez les mammifères est quasiment la même que celle des poissons. Donc on exclut dans notre hypothèse qu'il y a eu un changement de l'endolymphe au cours de l'évolution des synapsides. Parce que c'est l'hypothèse de parcimonie en fait, tout simplement. Contrairement à ce qui se passe chez les oiseaux. Et donc c'est venu de là, et donc on a commencé à faire les tests. Et on s'est aperçu dans les premiers tests que oui, effectivement, on voyait effectivement une gradation morphologique qui suivait la température. Et donc on a poursuivi là-dedans et on n'a jamais été démenti jusqu'à maintenant. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est remarquable parce que, l'oreille interne, donc en tout cas pour les canaux semi-circulaires osseux, c'est un des organes qui se préserve le mieux à travers. Oui. C'est comment dire, une oreille interne fossile, surtout de mammifères. On la compare à l'oreille interne
en tissu mou, quoi, la vraie oreille interne, ce que tu as appelé tout à l'heure l'oreille membraneuse. Je veux dire, la correspondance est incroyablement précise. Donc, on a cet organe qui se fossilise très bien, et donc cette possibilité, grâce à tes recherches, de pouvoir, grâce à cet organe, tracer l'origine de cette augmentation de température. Alors j'imagine que on ne parle pas de n'importe quel changement de température, on parle d'un changement de température qui va avoir un effet sur la sélection naturelle, quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est pas le genre de changement, c'est pas un changement de 2 degrés par exemple, c'est pas ce type de changement là qu'on regarde, on regarde vraiment un changement plus important, qui est le type de changement qu'on peut observer entre un organisme qui est plutôt à sang froid et un organisme qui est plutôt à sang chaud. Là, clairement, on parle d'un changement qui est dans une dizaine de degrés en général, en moyenne. Et là, oui, on est en droit d'attendre de voir des effets. Et c'est ce qu'on voit effectivement. Après, il y a quand même quelque chose d'important à comprendre, c'est que la façon même dont la température agit sur la viscosité fait qu'il y a un effet qui est comprimant. C'est-à-dire que plus on va aller vers les hautes températures, plus les distinctions de température vont être moins bien captées entre les changements morphologiques d'oreille. Parce qu'en fait, ça affecte de moins en moins la viscosité. Mais quand on redescend vers des températures plus basses, ça affecte encore plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que les poissons ont des canaux semi-circulaires énormes. Tout simplement parce qu'à leur niveau, de petites variations de température vont affecter beaucoup plus le fonctionnement et donc la morphologie qu'à un niveau plus élevé. D'accord. Et donc, le suspense, ça fait maintenant un peu plus de 20 minutes là qu'on fait durer le suspense. Alors, qui c'est qui a eu le sang chaud la première fois? Alors, nous, ce qu'on trouve, donc déjà, il faut remettre en place le contexte. Notre analyse qu'elle mesure vraiment, en premier lieu, c'est donc l'indice qui est lié au canaux semi-circulaire qui nous renseigne sur la température corporelle. Et donc, c'est vraiment une information de température corporelle, ce qui nous renseigne en premier lieu les canaux semi-circulaires. Maintenant, on a quand même essayé de voir si on pouvait utiliser ce même indice, non seulement pour estimer la température corporelle, mais pour classifier les organismes vivants et fossiles dans les catégories sang chaud, sang froid. Et on peut faire ça tout simplement parce qu'on s'est rendu compte avec ces analyses, parce qu'au début on s'attendait vraiment à mesurer la température, et uniquement la température, mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des variations comportementales qui sont liées au fait d'être endotherme ou au fait d'être ectotherme. C'est-à-dire qu'on a découvert avec ces études, enfin pas vraiment découvert, on a confirmé parce qu'il y a eu d'autres études qui montraient que c'était à peu près la même chose aussi en utilisant d'autres analyses, qu'un animal à sang chaud va avoir tendance par exemple à courir plus vite, à se déplacer plus longtemps, à avoir des mouvements plus brusques qu'un animal à sang froid. Et ça affecte aussi l'oreille en plus de la température. Donc le signal de l'oreille qu'on obtient pour classifier endothermie, ectothermie, donc sang chaud, sang froid, est non seulement lié à la température des organismes, mais est aussi lié aux différences comportementales qui existent entre les animaux à sang chaud et les animaux à sang froid. Et donc, avant de donner la réponse, je veux juste préciser un peu la précision de la classification, qui est que en considérant un taux d'incertitude d'à peu près 8%, c'est-à-dire que 8% des résultats, on ne peut pas dire clairement si c'est endotherme ou ectotherme, on a 95% de classifications qui sont justes. Et donc, avec la connaissance de cette précision, qui est importante parce que c'est vraiment une précision qui a été mesurée sur les organismes actuels avec des essais complètement aléatoires, une cross-validation complètement aléatoire, on obtient une origine de l'endothermie qui apparaîtrait à peu près au niveau de ce qu'on appelle les mammaliamorphes, donc il y a à peu près 233 millions d'années. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est lié au jeu de données qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout impossible que si on trouvait un fossile qui brancherait juste en dessous du nœud qu'on a étudié actuellement, peut-être qu'on pourrait décaler d'un nœud, pourquoi pas. Mais dans le jeu de données qu'on a, qui comprend énormément quand même une très grande variabilité phylogénétique et taxinomique, on voit apparaître ça chez les mammaliamorphes et pas plutôt chez les probainognathiens ou les cynognathiens, les cynodontes ou d'autres groupes comme ça. Donc il y a à peu près 233 millions d'années.
Ouais, on va peut-être repréciser ce que c'est que tout ce beau monde parce que donc Pas, on a pas de donc problème. dans cette étude là c'est là que j'ai contribué alors youhou. Dans cette étude on a quand même eu l'opportunité d'inclure beaucoup de synapsides qui ne sont pas des mammifères donc les pélycosaures et les thérapsides au sens Exactement. grade de ces termes. On a eu quand même l'occasion d'en inclure pas mal, enfin surtout des thérapsides vu que c'est les fossiles sud-africains. Et donc, on a donc ces différents grades qui sont le grade pélycosaure, le grade thérapside, et ensuite on a le grade cynodonte qui est un sous-grade des thérapsides, dans lequel on va avoir deux grandes branches, les Exactement. cynognates qui vont s'éteindre et les probénognates qui vont donner les mammifères. Exactement. Et ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, c'est que si on avait dû parier au Trias de qui allait survivre à l'extinction Trias-Jurassique, on n'aurait jamais parié sur les probénognathiens parce qu'il y en avait très très peu en réalité. Les cynognates dominaient complètement l'écosystème. Donc jamais personne n'aurait parié sur les probénognates qui étaient en train de devenir tout petits et de vivre de plus en plus à l'ombre de tout ce qui pouvait, de tout ce qui pouvait leur faire concurrence. Et au final, bah, c'est dans ces probénognates que justement, il y a 233 millions d'années, bim, apparaît l'endothermie, en tout cas d'après les études que toi et Ricardo avez conduites. Donc, Exactement. et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est aussi chez ces probénognates que quelques années plus tôt, on avait étudié l'évolution du nerf trijumeau, Mm. qui est le nerf qui innerve la face, dont les moustaches. Et du coup, on avait déterminé en 2016 que c'était très probablement chez ces probénognates, exactement les mêmes taxons, que les moustaches avaient évolué, et que donc le matériel génétique permettant de fabriquer des Ouais. poils avait évolué. Donc là, Mm. moi, ça a été de la musique quand on me l'a fait. Exactement. Quand on m'a annoncé la nouvelle, moi, ça a joué de la Ouais. musique dans mes oreilles, c'était magnifique. Et donc, juste pour repréciser, donc c'est effectivement des probénognates, mais un groupe particulier donc, qui s'appelle donc les mammaliamorphes. Parce que justement, certes, et je pense qu'il y a. Après, c'est mon interprétation aussi. Il va falloir voir d'autres études futures qui pourront peut-être expliciter ça un peu plus, mais c'est pas impossible qu'il y ait un lien avec le fait que les probénognates ont commencé à aller vers une miniaturisation et pas forcément l'apparition de l'endothermie, mais en tout cas sa sélection. Parce que il y a certaines personnes qui pensent que avec la miniaturisation des probénognates, il y a eu un déplacement vers un mode de vie plutôt nocturne. Il n'y a pas assez de preuves jusqu'à maintenant, je pense, pour être vraiment clair avec ça, mais c'est une hypothèse. Et c'est une hypothèse qui est assez intéressante à mon sens, parce que ce qu'on voit avec la température en utilisant les canaux, par exemple, les canaux semi-circulaires, c'est que les probénognates ont effectivement une température corporelle qui est relativement basse. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que si on est un animal à sang froid et qu'on a un animal qui est petit, un animal petit va avoir une inertie thermique élevée. Non, faible, désolé. Une inertie thermique qui est faible. C'est-à-dire qu'il va chauffer très vite, il va refroidir très vite. Si on a un animal à sang froid, donc qui dépend du milieu externe pour générer sa température interne, sa température corporelle, et petit, et qu'on vit la nuit, on va effectivement avoir tendance à avoir une température corporelle plus basse. Et ça, c'est ce qu'on trouve avec nos données. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on peut se dire, en fait, que ça fait un peu sens que l'endothermie apparaisse à ces eaux-là, parce que si on est un animal petit qui vit la nuit, qui a une température corporelle faible, et que d'un coup, à la suite de mutation génétique et de la sélection naturelle, on est capable de générer une température plus élevée et de la contrôler, on est beaucoup plus apte à explorer le milieu, à se déplacer, à être actif la nuit, qu'un animal qui est uniquement à sang froid. Et donc, ce contexte-là, en fait, il fait assez sens. Après, bon, maintenant, il va falloir valider tout ça, il va falloir vraiment vérifier qu'effectivement, le probénognatien était nocturne et tout. Mais ces hypothèses me semblent personnellement assez séduisantes, on va dire. Oui, il va falloir enrichir le registre fossile d'anneaux sclérotiques parce qu'on n'en a pas beaucoup de Exactement. cynodontes. Ceci dit, on en a retrouvé il n'y a pas longtemps, donc affaire à Mm. suivre. Et ce qu'il y a d'intéressant, l'autre découverte qui est très intéressante que vous avez faite, toi et Ricardo, c'est
c'est que autant avant on avait un espèce de scénario un peu confus et un peu diffus de l'évolution de l'endothermie, c'est-à-dire que on avait effectivement tous ces proxys qui nous envoyaient des signaux tellement hétérogènes qu'au final on se disait l'endothermie c'est vraiment un processus qui a mis très longtemps à s'établir et ça a été pas à pas, etc. Et en fait la grosse révolution justement que vous amenez là-dedans, c'est non, en fait l'endothermie c'est là. Voilà, maintenant, vous avez vraiment pointé du doigt un point en particulier où la température du corps, d'un seul coup, a changé. Oui, et je pense qu'en fait, je ne pense pas dire de bêtises en disant ça, mais je pense vraiment que c'est le point le plus important du papier. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme tu le disais, le concept, c'était que l'endothermie s'était fait, l'évolution de l'endothermie s'était fait graduellement. Et ça sortait justement de l'interprétation de tous les différents proxys qui donnaient tous plus ou moins une temporalité différente, une localisation phylogénétique différente. Le fait est que nous, on a mesuré, comme je l'ai dit, les oreilles qui nous donnent non seulement une indication sur la température, mais aussi sur les changements comportementaux, et les deux sont directement corrélés à l'endothermie. Et quand on regarde juste la température, par exemple, on voit qu'il y a une stabilité assez relative. Il y a une petite variation de 1 ou 2 degrés en moyenne, mais depuis les pélicosaures jusqu'au probanognatien, en gros. Donc la température corporelle reste aux alentours de 24-25 degrés, ce qui n'est pas très élevé. C'est une température qui est comparable à certains lézards, certaines tortues. Enfin, c'est pas forcément très élevé comme température. Et d'un coup, il y a 233 millions d'années, à peu près, on monte à peu près 34 degrés. Donc, en moyenne, ce que nos simulations montrent, c'est que la température a fait un bond qui est compris entre 5 et 9 degrés. Tout dépend la variabilité qu'il y avait précédemment, entre 5 et 9 degrés. Mais c'est un bond qui n'est pas du tout graduel. Il est tout à fait possible que cette variation, cette évolution s'est faite en moins d'1 million d'années. C'est tout à fait possible du point de vue de ce que nos données nous montrent. Et on les a triturées, les données. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de commentaires justement au cours des reviews là-dessus, sur ce point-là. Donc on a vraiment essayé avec différents modèles d'évolution, on a vraiment essayé dans tous les sens. Et le modèle, à chaque fois qui ressort, qui est le plus robuste, c'est vraiment celui-là, et avec une très forte longueur d'avance. C'est vraiment le modèle qui nous dit que là, il y a une augmentation importante de la température d'un coup qui n'est absolument pas graduelle. Et à mon sens, c'est pour moi un des arguments qui me fait dire que certaines interprétations qui disent que oui, en fait, ce que notre étude a montré, c'est la limite haute de l'apparition de l'endothermie, ont un petit peu du plomb dans l'aile à mon sens, parce que si c'était vraiment que la limite haute, on devrait trouver une évolution graduelle. On devrait trouver que la température augmente graduellement jusqu'à ce point où ils sont finalement totalement endothermes, mais c'est pas du tout ce qu'on trouve. On trouve vraiment plutôt quelque chose qui ressemble à un plateau, et d'un coup ça monte à 34 degrés. Donc c'est effectivement le point à mon sens le plus important de l'étude. Le point qui ressort le plus, c'est que le tempo est complètement changé par rapport à ce qu'on pensait avant. Et ça a des implications sur la compréhension des mécanismes évolutifs qui ont pu amener à ça, en fait. Et je ne sais pas si tu veux qu'on en parle là, mais c'est aussi assez intéressant, mais aussi assez spéculatif, évidemment. Ouais. Peut-être, si, ce sera intéressant de parler des mécanismes, mais aussi peut-être préciser que on a aussi exclu que qu'il pouvait s'agir d'un phénomène environnemental, c'est-à-dire que l'oreille interne n'est pas dépendante de l'environnement, enfin de la température extérieure, en fait. Exactement. Cette hausse qu'on a observée n'a absolument rien à voir avec une hausse de température ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est complètement indépendant. Et on a exclu aussi, là c'est un peu de la tambouille interne, mais chez les probanognates, on n'en avait pas énormément qui ne sont pas des mammaliamorphes. Donc on a fait des tests pour voir si le fait qu'on n'en avait pas beaucoup, on n'en avait que 3 qui ne sont pas mammaliamorphes, si ça avait pu affecter le fait qu'on voyait quelque chose d'abrupt alors que ça aurait pu être graduel. Donc on a fait pas mal de tests de statistiques là-dessus, et on a montré que non, en fait. C'est très improbable qu'on ait pris ces 3 spécimens-là complètement aléatoirement, et qui en fait sont des extrêmes, et que la température moyenne des probanognates était plus élevée. C'est très peu probable. Donc vraiment, on est assez rassuré par la qualité des données et par le message qui est porté par ces données. Et donc, concernant les interprétations, en fait, comme je l'avais expliqué avant, l'endothermie, considérer un animal endotherme, à notre sens, dans le concept qu'on utilise et le concept qui est généralement utilisé par les physiologistes,
c'est un animal qui est capable de générer une température interne lui-même, une température interne qui est élevée et qui est relativement constante. Ça, c'est le principe. Mais pour faire ça, il faut plusieurs choses. Et en particulier, il y a deux choses qui sont particulièrement importantes. Il faut un mécanisme moléculaire, cellulaire, qui permette de générer de la température à l'intérieur du corps. Et il faut un isolant thermique qui permette de la conserver. Parce que c'est bien de générer de la température, mais si elle s'échappe à l'extérieur, bah, ça donne les exemples qu'on a chez le thon, par exemple, où bah, la température est certes plus élevée que le milieu, mais elle suit le milieu quand même. Donc, ça ne sert pas à grand-chose in fine. Donc, l'isolant thermique, c'est pas compliqué. Chez les mammifères, c'est les poils. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire avec quasi-certitude, c'est que les mammaliens morphes étaient très certainement avec du pelage. Étant donné qu'ils étaient endothermes, ils étaient très certainement avec du pelage. Maintenant, est-ce que le pelage est apparu là, à ce moment-là, ou est-ce qu'il est apparu un peu avant? C'est assez compliqué à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était là. Ça, c'est sûr. Une autre chose que j'aimerais bien juste dire là aussi, parce que je pense qu'il y a une incompréhension, des fois, il y a un mélange de concepts. Le pelage, c'est pas les poils. On peut très bien imaginer avoir des poils, mais pas de pelage. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer un organisme qui a des poils épars, et les poils ne servent absolument à rien en isolation thermique. D'accord? Et je dis ça. Je vais faire plaisir à mon auditoire en disant le ratopnu. Exactement. Le ratopnu qui soi-disant qui est d'ailleurs un des seuls mammifères ectothermes en fait. C'est un mammifère à sang froid. Et c'est un des rares exemples qui est très intéressant justement et qui montre qu'on peut très bien, parce qu'il n'a pas d'isolant thermique, ça entraîne un régime thermal qui n'est plus du tout l'endothermie. Enfin, petite digression. Mais je parle des poils quand même parce qu'il y a certains fossiles, certains coprolites du Permien qui potentiellement présentent des structures qui ressembleraient à des poils. Et ça a été aussi utilisé pour dire que les poils sont apparus au Permien. Donc dès le Permien, voilà, il y avait des poils et tout, donc l'endothermie. Je pense qu'il y a une petite nuance quand même entre poils et pelage. C'est pas exactement la même chose. Et donc, le pelage était présent chez les mammaliens morphes. Et la deuxième chose obligatoire, c'est les mécanismes qui vont permettre de générer la température. Et alors là, ce qui est assez intéressant de comprendre, c'est que chez la plupart des mammifères actuels, en particulier chez les mammifères placentaires, la température est générée, la chaleur interne est générée par ce qu'on appelle le tissu adipeux brun. Sauf que le tissu adipeux brun, on sait que c'est quelque chose qui n'existe pas en tout cas, tous ceux qui ont essayé de regarder ne l'ont jamais trouvé, chez les monotrèmes. Et c'est extrêmement peu présent chez les marsupiaux. Donc c'est tout à fait probable que le tissu brun n'est pas du tout une synapomorphie des mammifères, mais qui se développe plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Et les mammifères ont une deuxième façon de générer de la chaleur interne qui se trouve dans leurs muscles et qui utilise un process qui utilise une protéine qu'on appelle la sarcolipine, qui dépend d'un gène qui s'appelle SLN. Et ce gène, qui est exprimé chez les mammifères, est en fait présent chez quasiment tous les vertébrés. Mais il n'est pas exprimé chez tous les vertébrés, il est présent. Chose intéressante, on sait que les oiseaux génèrent leur chaleur interne au niveau des muscles. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore de preuve claire que c'est le même mécanisme, mais on a des suspicions fortes. Mais il n'y a pas encore eu assez d'études pour montrer que c'était effectivement la sarcolipine qui permettait aussi chez les oiseaux une génération de chaleur au niveau des muscles. Mais on sait que les oiseaux génèrent leur chaleur au niveau des muscles, avec des mécanismes moléculaires au niveau des cellules musculaires. Les mammifères ont une façon de générer de la chaleur au niveau des muscles, et c'est régulé par une protéine qui s'appelle la sarcolipine, qui dépend d'un gène qui est présent chez tous les vertébrés. Donc on peut très bien imaginer qu'en fait, des modifications, des mutations légères de ce gène pourraient assez facilement et assez rapidement engendrer un mécanisme qui génère de la chaleur au niveau des muscles. Et ce qu'on voit, il y a des expériences qui ont été faites par des physiologistes où ils sont amusés à faire des knock-out, des souris knock-out, où ils ont enlevé ce gène-là, où ils ont enlevé le tissu adipeux, où ils les ont rasés, enfin ils ont fait plein de combinaisons. Et ce qu'on voit, c'est que
pour avoir l'endothermie, donc une température élevée et stable chez ces souris, il faut les deux. Il faut ce gène-là qui soit exprimé et fonctionnel et une couverture thermique. Si on n'a que l'un ou que l'autre, les souris n'arrivent pas à garder leur température élevée et la température chute de plusieurs degrés. Donc, ce qu'on pense, nous, ce qu'on a développé dans l'article, c'est que les mammaliamorphes, au moment où ils sont apparus, une des caractéristiques parmi les traits qui les caractérisent, il y a ces deux choses-là. Il y a le pelage qui leur permet de conserver leur température interne et l'expression de la sarcolipine dans leurs cellules musculaires qui leur permettent de générer la température elle-même. Et après, la question, c'est qu'est-ce qui est apparu avant quoi? Est-ce que les deux sont apparus chez les mammaliamorphes? Est-ce qu'il y a d'abord eu la sarcolipine et ensuite le pelage qui est apparu chez les mammaliamorphes? Est-ce que ça a été l'inverse? Ça, c'est ouvert à débat. Ce qu'on pense, c'est que les deux étaient présents. Ça, c'est la synapomorphie. C'est la présence conjointe des deux. Et après, l'ordre, c'est autre chose. Oui. Ouais, c'est intéressant que tu mentionnes les coprolites avec les possibles structures en poil du Permien. Parce qu'il y a autre chose qu'on s'attend à trouver dans le Permien, ce sont aussi les ancêtres des archosaures qui, eux, avaient possiblement aussi d'autres types de phanères. Ouais. Filiformes aussi. Donc c'est vrai qu'à une époque, c'était pas envisageable d'avoir des phanères filiformes, filamenteuses chez des archosauromorphes, mais maintenant, c'est de plus en plus envisagé, et du coup, de fait, ces coprolites pourrait tout aussi bien indiquer l'évolution des téguments chez les archosaures ou chez les synapsides. Je n'avais pas pensé à ça, effectivement. Effectivement. D'accord. Eh c'était vraiment des explications très claires. Et du coup, peut-être, tu as évoqué justement, puisqu'on parle des archosauromorphes, peut-être pour finir, est-ce que tu as parlé d'éventuellement étendre ces études aux dinosaures, du coup? Oui, alors évidemment, c'est la chose la plus, prévisible, on va dire ça comme ça. Vu que ça a marché chez les synapsides, on se dit que de toute façon, il va falloir qu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté, donc chez les diapsides à un moment, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera, j'imagine, autant que ce soit nous. Et par contre, il y a quand même une limitation, comme je l'expliquais juste avant chez les diapsides, c'est que on sait que les crocodiles actuels, les lézards actuels, les tortues actuelles, tout ça, tout ce beau monde, c'est à sang froid. Les oiseaux sont à sang chaud, mais on sait que les oiseaux ont un changement de la composition de leur endolymphe. Donc on ne peut pas juste poser l'hypothèse que on va observer un changement morphologique de l'oreille chez les ancêtres des oiseaux, de façon à ce qu'on puisse retracer quand est-ce que l'endothermie apparaît chez les dinosaures, chez des archosaures plus lointains ou quoi que ce soit. On va forcément avoir besoin de modifier un petit peu la méthodologie pour faire rentrer l'incertitude qu'on a, qui est liée à la composition même de l'endolymphe. Mais comme je te disais auparavant, en fait, ce que ça va nous permettre de savoir, c'est tout simplement des cas où on peut forcer un endolymphe de type avien et avoir des résultats qui nous donnent sang-froid. Si on force un endolymphe de type avien et qu'on a un résultat qui nous donne sang-froid, on peut être sûr qu'on peut exclure l'endothermie chez ces groupes-là. Parce que même en poussant l'hypothèse à fond et en disant l'endolymphe avien apparaît quasiment au début de la lignée archosaurienne ou quoi, si on trouve un résultat qui nous dit sang-froid, on peut être sûr que c'est sang-froid, que c'est absolument pas sang-chaud. Après, on va pouvoir donner quand même, en modifiant un peu la méthodologie, à différents nœuds, des probabilités un peu plus larges d'endothermie, ectothermie à chaque nœud qui vont prendre en compte ces deux hypothèses. Est-ce qu'ils sont avec un endolymphe de type avien? Est-ce qu'ils ne sont pas avec un endolymphe de type avien? Et le point qui est aussi important, et je vais développer un petit peu là, c'est qu'il y a quand même une chose qui change de la morphologie des canaux des oiseaux. C'est pas que l'endolymphe qui change, il y a quand même certains aspects morphologiques qui changent, mais qui sont des aspects membraneux. Mais comme on peut prédire la plupart des aspects membraneux à partir de la morphologie osseuse des canaux, on pourra aussi capter un petit peu de ce signal-là.
Donc oui, une des futures études qu'on va mener, c'est effectivement sur les dinosaures, mais pas que. Donc étendre un peu aux diapsides en général, en fait. Hein. Après, on verra si on fait une ou plusieurs études. Ça, c'est autre chose. Mais c'est assez intéressant d'ailleurs chez les dinosaures dans le contexte du papier qui est paru récemment en utilisant une méthodologie complètement différente de la nôtre, qui dit qu'a priori les dinosaures étaient à sang chaud, même les ptérosaures d'ailleurs, donc l'ancêtre commun des dinosaures et des ptérosaures était à sang chaud, et que certains dinosaures seraient retournés à l'ectothermie, en particulier chez les ornithischiens. Donc c'est assez intéressant et à voir ce que nous on trouve. D'ailleurs, parce que c'est aussi important, cette étude dont je parle juste maintenant est basée sur le métabolisme et pas sur les mesures de température en soi. Donc c'est aussi intéressant de voir si on trouve des températures qui collent avec les métabolismes plus élevés ou si on trouve des trucs assez différents, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être tout à fait imaginable. Donc, voilà. C'est l'article de Vieman, c'est ça, Exactement. sur les protéines anciennes. Eux, par contre, ils ne sont pas cherché le fossilisable, ils ont pris directement les tissus mous. Exactement. Mais c'est très intéressant comme étude. Je dois avouer que j'ai un gros doute sur le résultat qu'ils obtiennent sur les plésiosaures, mais bon, on verra. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Je tiens à redire mon admiration. C'était vraiment une idée. Là, je me rappelle encore quand on m'a pitché l'idée pour la première fois et j'ai dit, putain, mais comment on n'y a jamais pensé avant? C'est du génie. Bah, je dois avouer que c'est quand même une idée dont je suis fier. Mais bon, ouais, c'est cool. Ah ouais, non, tu peux. Alors on n'en a pas parlé, mais de toute façon, là, je pense que c'est fini, mais parce qu'il ne faut pas non plus trop alourdir le truc. Mais on va aussi continuer à regarder ce qui se passe un peu en particulier au niveau des probenugnates. On va essayer de voir. Il y a Ricardo qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il allait voir s'il n'y a pas moyen de faire de scanner certains spécimens à l'ESRF pour essayer d'augmenter un peu le jeu de données là et remettre un clou dans le cercueil pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Mais et s'il y a un autre truc aussi qu'on veut faire, mais bon, après, c'est comme d'habitude, dans le sens quand tu ouvres une porte, il y en a 30 qui se... quand tu fermes une porte, il y en a 30 qui s'ouvrent. Donc, il y a aussi le fait que les mammaliens qu'on a étudiés, là, leur température, elle est à 34 degrés à peu près, mais que la majorité des mammifères, enfin pas des mammifères, mais des placentaires, leur température elle est plutôt vers 37-38. Donc il y a sûrement un moment entre après la séparation métatheria et placentaire, il y a forcément un moment où il y a eu un autre bond de température. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra étudier avec l'oreille, mais c'est pour plus tard aussi. C'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Mais voilà. D'accord. Bah écoute, quand ça arrive, ce sera avec plaisir qu'on te réinvitera pour en discuter. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Romain pour ton temps. Et puis j'espère à très bientôt. Ouais, pas de problème. Et puis à très bientôt à tout le monde. Salut. Et si un jour tu passes à Londres, fais-moi signe. Aucun problème. À plus. À plus. Ciao.